rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 19 février 2019. Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour Jean Corcos. Alors nos auditeurs fidèles commencent à bien vous connaître. Pour mémoire, vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et un grand spécialiste du Maghreb, pour lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages dont la plupart ont fait l'objet d'émissions dans ma série. La première fois que je vous avais reçu, c'était il y a 15 ans, pour un livre dont le titre était « Maghreb, la démocratie impossible ?» Et depuis, le fil rouge de votre travail est resté l'aspiration à la liberté des peuples du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Votre dernier ouvrage a été coécrit avec Madame Khadija Mohsen Finan, qui est politologue et membre du laboratoire CIRIS, auquel vous êtes également attaché. Dissident du Maghreb, publié aux éditions Belin, est un volumineux ouvrage de 350 pages, extraordinairement riche de renseignements précis sur un sujet peu connu, celui des hommes et des femmes qui ont combattu des régimes autoritaires pendant les décennies qui ont suivi les indépendances. Alors il était vraiment impossible de tout traiter en une émission. J'ai donc structuré notre interview en deux parties et aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet « Jeu de pouvoir et opposition », ce qui nous permettra de donner un éclairage historique et politique à nos auditeurs. Pierre Vermeuren, dans les premières lignes de votre introduction, vous citez des intellectuels jadis célèbres du bloc soviétique. Alexandre Solzhenitsyn, Andreï Sakharov et plusieurs autres qui ont été les premières figures dissidents dans l'histoire contemporaine. Par rapport aux dissidences du Maghreb, aussi bien personnalité que mouvement, quelles sont les différences avec ce qu'on a appelé les réfusniks ? Si vous voulez, on a créé ce concept de dissident pour le Maghreb, ou plutôt on l'a transféré, parce qu'on constatait qu'il y avait des phénomènes très similaires à ce qu'on avait vu en Europe de l'Est, mais ce mot n'était pas employé. Pourquoi ? D'abord parce que, si vous voulez, les pays du Maghreb étaient les alliés de l'Occident pendant la guerre froide. Enfin, dans une certaine mesure pour l'Algérie, mais elle était quand même plutôt alliée. Et du coup, il n'y avait pas de volonté d'isoler des opposants, de les distinguer, et encore moins de les honorer. Or, bien sûr, les dissidents de l'Est étaient plutôt honorés, au moins verbalement. La deuxième raison, c'est que la colonisation avait été considérée comme une ingérence complète et à partir de 1962, la France de De Gaulle décide de ne plus s'occuper des affaires intérieures des États du Maghreb. Donc les États sont souverains et leurs opposants n'ont pas droit d'exister. C'est très clair. Alors on va commencer par parler du Maroc. D'abord, quel était le paysage politique au moment de l'indépendance ? Est-ce qu'on aurait pu avoir, comme en Algérie et en Tunisie, une longue période finalement de parti unique ? Et pourquoi le roi Mohamed V ne l'a pas voulu ? Alors bien sûr, vous savez, le roi par définition ne pouvait pas le vouloir puisqu'il aurait été écarté, comme l'a été finalement le roi de Tunisie en 1957 par Bourguiba et son parti. Donc l'Istiklal, à certains égards, le parti de l'indépendance au Maroc, oui, était candidat à être le parti unique. Et le roi a tout fait dans les 5 ans où il a régné sur un Maroc indépendant pour susciter des contre-pouvoirs, des partis, des oppositions, des dissidences par rapport à la voie nationaliste centrale. Et ça a réussi. Alors, peut-être que aussi, il faut dire que l'Istiklal était un parti de notables qui avait une grande révérence pour le roi, qui avait même utilisé le sultan comme le symbole du nationalisme marocain, et donc il était très difficile de s'opposer à lui. Certains l'ont fait, Ben Barka, on va en reparler. Mais par contre, d'une certaine manière, le palais royal, comme disait mon maître Galissot, est devenu à lui seul le parti unique, parce qu'au fond, c'est lui qui a dirigé le Maroc. Alors, effectivement, après, les choses vont se gâter très vite sous le règne de son fils, Hassan II. Ce sera ce qu'on a appelé les années de plomb. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que furent, en gros, les principaux épisodes sanglants de la décennie, en gros, 1965-1975 ? Oui, en réalité, l'enveloppe est plus large parce que il y a d'abord la répression très dure de 63 contre le Parti socialiste. Il y a les émeutes de Casablanca en 1965, en mars, qui est très dure. Et ces émeutes durement réprimées, on les retrouve à nouveau en 1981 ou en 1990. Mais l'entrée majeure dans les années de plomb, ce sont malgré tout les coups d'État des officiers marocains en 71-72, parce que là, Hassan II prend conscience
de l'extrême danger qui menace sa monarchie et il devient impitoyable. Vous voyez, donc il y a une série d'étapes successives qui expliquent ces années de plomb. Et donc impitoyable, c'est condamnation à mort, emprisonnement de milliers de personnes, etc., quoi. Oui, c'est ça. C'est d'abord des émeutes qui sont réprimées très violemment par l'armée. Hein. Il y a au moins 1000 morts à Casablanca en 1965, peut-être autant en 1981. Enfin bon, les chiffres, il faut regarder le livre et ce qui est écrit par ailleurs. L'emprisonnement de tous les opposants, un muselage complet de la presse et des médias, et finalement, y compris d'ailleurs des instances comme l'université par exemple, on supprime toutes les matières critiques, on pourchasse les syndicats et les syndicalistes. Et donc les dissidents dans ce système sont une petite voix qui essaye de se faire entendre face à un véritable rouleau compresseur. Alors, est-ce que quand même, dans le fond, vu qu'il y a eu un conflit frontalier avec l'Algérie dès le début de l'indépendance de l'Algérie, il y avait aussi le contexte de guerre froide, c'est-à-dire le Maroc aligné sur l'Occident et l'Algérie plutôt soutenue par l'URSS. Ben Barka, militant tiers-mondiste, qui d'ailleurs se trouvait en Algérie à un moment donné, est-ce que on peut le considérer comme un citoyen dissident ou dans le fond plutôt comme un rival politique? Oui, non, c'est clairement un opposant politique qui dirige le Parti socialiste à l'époque, l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires. C'est un parti révolutionnaire puisqu'il a lui-même écrit un livre qui s'appelle L'option révolutionnaire et dans lequel, bien sûr, il aspire à liquider, si je puis dire, la monarchie et à la remplacer par un régime socialiste. Donc, il y a un projet politique, il y a un parti, mais c'est une organisation, même si elle a des bases sociales, notamment dans le sud du pays ou dans le milieu syndicaliste et ouvrier à Casablanca, qui n'a pas les moyens de mener une politique offensive. Et du coup, à partir de 63, la monarchie, ou en tout cas son appareil répressif, va s'abattre sur cette organisation et finalement finir par liquider son chef. Voilà, donc Ben Barka, effectivement, assassiné en France, on n'a pas le temps de s'y attarder. Son parti subsiste, mais vous racontez dans le livre que la répression l'a complètement mis hors jeu. Alors, l'extrême gauche, à ce moment-là, qui était maoïste, va s'emparer du syndicat étudiant et on va voir se structurer deux formations rivales dont vous parlez. Il a la Hammam, où se sont distingués deux juifs marocains, Abraham Serfati et Raymond Benaïm. Oui, et même d'autres comme Sion Assidon. Et puis d'autres. Et le mouvement du 23 mars. Bon, la répression a été terrible, donc vous en parlez, des tortures, les 17 ans d'emprisonnement de Serfati, mais qui avait été condamné à la prison à vie, etc. Bien sûr. Mais avec tout le respect dû à donc ce qu'a souffert, par exemple, Abraham Serfati, c'est à titre personnel, son antisionisme radical, mais peu sympathique, vous n'en parlez pas. Et est-ce qu'on peut dire aussi, même question que pour Ben Barka, est-ce que ces militants avaient une idéologie pacifique comme les dissidents de l'ex-URSS ? Alors, on n'en parle pas parce que, si vous voulez, ça n'est pas pris en compte dans ce qu'on lui reproche. Oui. Il n'est pas condamné pour ça. Oui. Il est condamné parce que, et emprisonné et torturé parce qu'il menace la monarchie marocaine. Bon. Mais bien sûr que son antisionisme, comme celui de la plupart des juifs marocains militants révolutionnaires d'extrême gauche, qui sont restés à l'époque, ceux qui sont restés dans le pays, parce que, si vous voulez, le contexte était tel que, effectivement, je dirais, peut-être n'avaient-ils pas le choix, mais même ils ont vécu comme une immense souffrance le départ des juifs marocains et ils se sont retrouvés seuls finalement et très isolés dans leur propre pays. C'est ça qui est très compliqué dans cette histoire. Alors maintenant, est-ce que ces gens ont mérité entre guillemets une telle avalanche de répression? En réalité, c'était des organisations étudiantes. Serfati était un ingénieur. Les gens qui étaient autour de lui étaient des étudiants qui n'avaient ni armes, qui n'ont jamais fait d'attentat, qui n'ont tué personne. Donc peut-être avait-il une idéologie potentiellement totalitaire, mais elle ne s'est jamais exprimée. Et cette violence qui s'est abattue sur eux était pour le moins particulièrement cruelle. C'est très clair. Alors, il nous reste même pas 3 minutes avant la pause, et vous n'aurez donc pas beaucoup de temps pour en parler, mais enfin, il y a maintenant l'Algérie et la Tunisie qu'on n'a pas encore abordées. Leur histoire a été différente. L'indépendance a été peu douloureuse pour la Tunisie. Il y a eu une guerre de libération très coûteuse pour l'Algérie. Mais bon, elles ont mis à leur tête tout de suite des présidents dictateurs, c'est clair, qui ont éliminé physiquement leurs ex-frères d'armes et leurs troupes, qui étaient devenus donc des rivaux. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, rappeler les éliminations, les assassinats et la répression des militants qu'il y a eu à l'indépendance ?
Alors, en Algérie, c'est assez simple dans la mesure où les scissions... Alors, et bien sûr, il y a la question des harkis, je n'en parle pas, elle est bien connue, mais la répression s'abat sur des frères d'armes, c'est-à-dire sur des dirigeants du FLN qui n'ont pas choisi l'option Ben Bella Boumedienne. Et finalement, par exemple, Aït Ahmed, en 1963, crée le Front des Forces Socialistes, une insurrection en Kabylie qui va faire 500 morts d'ailleurs en 2 ans et qui va être très durement réprimée. Et un certain nombre d'anciens chefs du FLN vont être, dans les années qui suivent, assassinés en Europe. Pour ce qui est de la Tunisie, l'opposition, d'une certaine manière, elle naît aussi à l'intérieur du mouvement nationaliste, mais elle est incarnée par un homme, Salah Ben Youssef, et son mouvement, le youssefisme, qui avait pris les armes à la main dans certaines régions du pays à la fin du protectorat. Et Bourguiba, pas pour des questions idéologiques, pour des questions de personnes, et parce qu'il y a une seule place pour un seul chef, c'est lui, va s'acharner littéralement sur les hommes du youssefisme, va les torturer, va les faire disparaître, va les éliminer avec une grande brutalité. C'est très peu connu, mais on le révèle dans le livre. Et finalement, Ben Youssef, ça on le sait, qu'il a été assassiné sous l'ordre de Bourguiba. Tout à fait, à l'étranger. Mais c'est tout un système politique. Et puis ici, il faut ajouter aussi un certain nombre de complots, comme en 61. Donc ce régime très calme et apparemment très doux, en fait, il a aussi ses martyrs et ses victimes. Eh bien, c'est bien que votre livre les rappelait, parce que je pense que peu de gens, effectivement, en ont la mémoire historique. Et dans votre chapitre 3, vous évoquez longuement le mouvement des perspectivistes. Alors, ce nom vient d'une revue appelée Perspective, éditée dans les années 60 par la section française de l'Union générale des étudiants tunisiens. Et en vous lisant, je me suis dit qu'au départ, ils avaient une soif de liberté vraiment sympathique, contre l'autoritarisme étouffant de Bourguiba. Alors bien sûr, ils avaient une idéologie anti-impérialiste, mais c'était le cas chez tous les étudiants dans les années 60. C'est les années de la guerre du Vietnam, ça, tout le monde s'en souvient. Et voilà. Mais après, vous évoquez la suite du mouvement, et c'est comme je le disais tout à l'heure, des choses peut-être moins sympathiques, un certain panarabisme, et puis un antisionisme radical. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est certain que le mouvement anti-impérialiste, comme on l'appelait dans les années 60, notamment dans les pays arabes, est antisioniste. Parce que il est connu que, effectivement, le sionisme est considéré comme un avatar du colonialisme. Et bien sûr, comme un avatar de l'Amérique. Et des puissances occidentales. La France, d'ailleurs, jusqu'en 67, était alliée très clairement à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les pays du Maghreb, si vous voulez, où on surjoue le nationalisme arabe, alors même qu'il y est plus artificiel qu'au Moyen-Orient, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc, dans ces gauches étudiantes, anti-impérialistes et même extrême gauche intellectuelles et étudiantes, que ce soit au Maroc, on l'a dit, ou en Tunisie, on retrouve bien sûr cet antisionisme très présent et très actif. Alors, j'aimerais que vous racontiez à nos auditeurs ce que vous a dit un témoin, qui était un perspectiviste, et Aziz Krishen, à propos de ce qui s'est passé à Tunis le 5 juin 1967, parce que ça m'a beaucoup surpris. Alors effectivement, Aziz Krishen, qui est devenu par la suite conseiller du président de la République sous la démocratie récemment, a été un jeune militaire, enfin il faisait son service militaire, il avait été emprisonné parce que c'était un des chefs perspectivistes, et il a une permission au moment le 5 juin 67, et en rentrant chez lui, il se rend compte qu'un marchand juif de Tunis est pris à partie par une petite foule, il essaye de s'interposer et il se prend, si je puis dire, un pistolet sur la tempe, où un policier lui dit dégage, sinon tu vas être le premier abattu. Et donc lui il en déduit, et d'ailleurs il y a eu des remontées différentes, que le pouvoir en fait a instrumentalisé une manifestation populaire, ou en tout cas militante, contre la guerre des 6 jours, et il a détourné en quelque sorte la colère populaire contre les juifs et les synagogues, ou en tout cas une synagogue de Tunis. Voilà, donc c'est son analyse. Effectivement, un certain nombre de militants ont été condamnés pour antisionisme, mais Aziz Krishen soupçonne et même est certain que le régime a joué un jeu extrêmement trouble pour détourner cette colère. C'était important que vous le disiez, cet aspect mystérieux un petit peu de l'histoire récente de la Tunisie. Alors on va revenir au Maroc. Vous lui consacrez le plus gros du chapitre 5, qui est intitulé « Marzen et Siba ». Alors, que sont le bled Marzen et le bled Siba ?
Alors c'est une catégorie de sciences politiques dont on peut discuter à l'infini, mais en gros, le bled Marzen, c'est le pays marocain qui est soumis à l'autorité du Marzen, c'est-à-dire du palais royal, de l'appareil d'État central. Et la Siba, à proprement parler, c'est la terre de dissidence qui refuse d'être soumise et notamment de payer l'impôt ou le prix du sang en cas de mobilisation pour le palais royal, pour le centre politique. Donc c'était les tribus hostiles au régime, à l'État central. Alors vous racontez comment le roi Hassan II, avec beaucoup d'habileté, a précipité le départ des Espagnols, qui occupaient donc le Sahara occidental jusqu'en... Oui, il a profité de la mort de Franco. Oui. Et puis aussi en 1975, Et bon, il a su réunir les factions politiques et apparemment tout le peuple marocain dans la ferveur nationaliste de ce rattachement au royaume. Mais est-ce que ce soutien fut vraiment unanime ou pas ? Alors justement, on parlait de Serfati tout à l'heure, un petit groupe d'étudiants d'extrême gauche, notamment l'organisation paracommuniste, disons Hilal Hammam, qui veut dire en avant, s'est élevé contre ce consensus politique national en faveur de la récupération du Sahara. J'ajoute aussi que depuis l'étranger, on avait déjà eu un peu le même phénomène avec des militants de l'USFP en 63 au moment de la guerre des Sables entre le Maroc et l'Algérie. Mais en 75, cette dissidence entre guillemets a disparu. Il ne reste qu'Hilal Hammam. Et alors c'est très compliqué parce que bon, on n'est pas le temps de faire le lieu de l'histoire du Polisario, mais dans le Polisario, vous aviez des militants révolutionnaires, internationalistes, anticolonialistes marocains qui ont basculé du côté de la révolution algérienne. Et c'est au nom de cette solidarité qu'un certain nombre de militants d'extrême gauche marocains vont se solidariser. Et évidemment, ils vont sortir du consensus et subir tous les affres de la répression. Absolument. Alors, on a l'impression ensuite, quand on vous lit, comment le Maroc finalement a géré cette affaire du Sahara occidental et du Polisario. Il y a eu une phase militaire entre 1980 et 1990. Une vraie guerre même. Une vraie guerre où, en gros, les forces armées marocaines ont plutôt gagné. Et puis après, il y a une phase politique. Il faut raconter qu'un grand nombre de personnalités du Polisario ont été retournées. Donc on a l'impression que cette dissidence potentielle a été maîtrisée, mais est-ce que c'est vraiment vrai pour l'avenir ? En fait, j'allais dire le peuple sahraoui, en tout cas les habitants du Sahara originels, si je puis dire, des tribus sahariennes qui sont aujourd'hui intégrées au Maroc, ces populations ont été pratiquement divisées en deux, puisqu'une partie s'est enfuie en Algérie, et où ils ont constitué le Polisario et son armée, et les autres sont restés au Sahara et finalement sont rentrés dans l'appareil marocain pour beaucoup, notamment pour les notables. Ça a été bien sûr très important à Hassan II et à Basri de montrer que ces hommes finalement devenaient loyaux et fidèles envers leur nouvelle patrie. Donc on a un peuple coupé en deux. Il n'empêche qu'au niveau de la jeunesse, on s'est rendu compte depuis une quinzaine d'années, depuis que la pression s'est un peu desserrée, que la jeunesse sahraoui, elle est beaucoup plus elle est beaucoup moins scindée parce que ses revendications sociales, notamment culturelles, sont beaucoup plus proches. Voilà, donc cette crise n'est pas réglée, mais de toute manière, elle ne se réglera pas sur la base des populations, mais sur celle des États. Alors, il y a une autre mouvance dissidente du Maroc, dont vous parlez, c'est celle du fameux Cheikh Abdeslam Yassine, à ne pas confondre avec le leader du mouvement palestinien Hamas. Vous racontez son parcours, qu'il a conduit, après avoir été un soufi pacifique d'une confrérie bien connue, à se rapprocher des frères musulmans. Alors, il a créé une nouvelle confrérie qui s'appelle Al-Adl wa Al-Ihsan. Oui, justice et bienfaisance. Justice et bienfaisance, qui est beaucoup plus politique que religieuse. Alors, j'allais vous poser justement la question, est-ce que c'est l'ancêtre déjà du PJD, le parti pour la justice aussi, qui a été au pouvoir Alors non, pas du tout. C'est une branche parallèle, c'est une branche confrérique de l'islamisme marocain, qui vient du monde des confréries, comme on l'a expliqué. Mais alors que le PJD, c'est davantage l'obédience frères musulmans, donc assez classique par rapport à ce qu'on connaît ailleurs. C'est pas la même chose. Alors, il s'était rendu célèbre, donc ce Cheikh Yassine, par une lettre ouverte de 114 pages adressée à Hassan II. Qu'est-ce qu'il disait ? Et puis comment le palais a géré son cas, en quelque sorte ?
Alors, c'est vraiment à proprement parler un dissident au sens religieux du terme, c'est-à-dire qu'il utilise l'islam en tant que personnage religieux avec une grande barbe, auréolé de tout un tas de sagesse et de connaissances de l'islam, alors que c'est un inspecteur de l'enseignement au départ. Il s'attribue la fonction et le rôle en tant que croyant, en tant que descendant du prophète, lui aussi, dit-il, d'admonester le roi dans une lettre publiée en 72 qui s'appelle l'Islam ou le déluge, dans lequel il explique à Hassan II que s'il a été menacé par les coups d'État, c'est que Dieu veut le punir et que donc lui, il veut le ramener à l'islam, à la justice, il doit partager sa fortune, etc. Et donc le roi ne peut pas le faire disparaître parce que c'est un opposant qui se base sur le terrain religieux, mais en revanche, il va le faire hospitaliser dans un hôpital psychiatrique en considérant que c'est un fou, et plus tard, il le mettra très longtemps en résidence surveillée. Voilà. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes et demie avant la fin de cette émission. Vous racontez, bien sûr, les bouleversements, fin des années 80, début des années 90. Il y a eu le renversement de Bourguiba par Ben Ali en 87, l'illusion d'une démocratisation du pays. En Algérie, les émeutes de 88, avec la fin du parti unique FLN. Mais même Hassan II aussi, dans la dernière décennie de son règne, dans les années 90, avait fait des ouvertures. Pourquoi y a-t-il eu un retard de 20 ans sur les printemps arabes qui ont commencé en fait en 2011 avec la révolution tunisienne? Alors pour le dire très simplement... Et très vite. La chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique et des pays de l'Est, ça a entraîné une sorte de printemps démocratique au Maghreb. Et même Hassan II, comme vous dites, au début des années 90, a été obligé de libéraliser son régime. Sauf que c'était en fait je dirais pas une ruse, mais en tout cas une nécessité que les États ont subie. Ils n'ont pas choisi la libéralisation, ils l'ont subie. Et ils se sont saisis de l'islamisme combattant qui, à partir de 91, gagne les élections en Algérie, en 92, déclenche une guerre civile pour replonger, si je puis dire, dans un régime qui n'est pas totalitaire, mais en tout cas qui est extrêmement répressif et pour supprimer les libertés publiques. Et il faut attendre 2011 pour que, à l'initiative du peuple tunisien, la demande de liberté rejaillisse. Eh bien, c'est à nouveau une réponse très claire. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous donc dans 2 semaines pour continuer de parler de cet ouvrage absolument remarquable, Dissident du Maghreb aux éditions Belin. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.